Eh bien, l'épisode du jour, c'est l'épisode de Gravelman Marrakech revisité avec des commentaires, un peu plus de peps aussi et... des astuces. Enfin bref, une vraie vidéo, quoi. Des conseils, ouais. Parce que la première, j'avais un petit peu bâclé, j'ai pas rajouté de bande son, à part le son d'origine. Wow. Donc, on s'ennuyait. Ouais. Charlotte, elle a dit non. Parce qu'en plus, l'idée de ce Gravelman, à la base, c'est Charlotte, qui pour mes 50 ans, s'est dit il faut qu'on fasse un truc extraordinaire. Et elle m'a invité au Maroc pour faire ce Gravelman. Et on tenait à vous faire une jolie vidéo et vous partager notre expérience, notamment l'aéroport. Parlons-en de l'aéroport. Et oui, on a dû mettre les vélos en housse. Alors vous trouverez ici un lien pour accéder à la vidéo que Marcelin avait déjà faite concernant la mise des vélos en housse. La particularité quand vous prenez l'avion, c'est qu'il vaut mieux que vous dégonfliez également vos roues pour éviter l'effet de surpression en altitude. Il y a toutes les astuces dans la vidéo de façon de transport. Par contre, ce que j'ai pas abordé, c'est toute la partie... prenez vraiment une housse avec des roulettes, parce que les aéroports, c'est très grand. Ouais. Prévoyez des étiquettes fragiles, puisqu'à l'aéroport, ils n'en auront pas pour mettre sur votre housse. Et puis, votre vélo, emballez-le à 360 degrés, parce que le haut-bas, ça ne fonctionne pas. Votre colis, il va être manœuvré dans tous les sens, jeté, à plat, des valises dessus, etc. On a vu nos housses avant le chargement dans l'avion, un petit peu sur les différents chariots. Ouais. On avait vraiment peur de ne pas retrouver nos vélos à l'arrivée. Non, je pense franchement que si vous prenez un vol direct, il n'y a globalement pas de souci. Il y a un participant du Gravelman qui a eu son vélo perdu. Après, il avait une escale et il l'a retrouvé au bout de 24 heures en état. Donc c'était pas... Enfin, c'est juste... Si vous prenez un vol direct, je pense qu'il y a quand même assez peu de risques. Bon, le risque zéro n'existe pas. Pensez bien à ne rien oublier. Parce que ce même participant, une fois qu'il a pu retrouver son vélo, il s'est rendu compte qu'il avait oublié son axe de roue avant. Donc là, c'est quand même dommage d'avoir fait tout ça pour ne pas pouvoir utiliser son vélo. Mais bon, des fois, on est pris par le temps et on fait les choses un peu à la va-vite. Dans votre housse, vous pouvez également parfois mettre des affaires en supplément. Donc pensez-y quand vous avez un poids, un certain poids que vous pouvez atteindre, n'hésitez pas à mettre les sacoches. Ça permet aussi d'envelopper un peu plus le vélo. Il faut savoir que nous, avec EasyJet, on n'avait normalement pas le droit de mettre autre chose dans les housses que notre vélo. Donc la question, elle est tombée aussi sur quelles sont les sacoches qu'on a utilisées pendant le Gravelman. Donc pour ma part, j'avais une sacoche de selle ProBike Gear Discovery de 11 litres. C'est une super sacoche qui est facilement... je trouve qu'elle est facile à mettre sur le vélo, les scratchs tiennent vraiment bien. On peut l'ouvrir facilement. Après, en termes de contenance, elle était bien pour ce Gravelman parce que j'étais avec Marcelin et qu'il avait un peu plus d'outils sur lui et puis également le réchaud. Mais seul, j'aurais pris une contenance plus importante de type 15 litres pour pouvoir prendre ce matériel-là avec moi. Là, j'avais uniquement besoin de 2 t-shirts manches longues et puis une couche supplémentaire pour la nuit. Avec également, j'avais aussi un peu de matériel de réparation, mais pas grand chose. J'avais également une sacoche de guidon de 2 litres, une petite sacoche cylindrique qui était bien pratique pour mettre notamment la nourriture, mais je trouvais que l'ouverture n'était pas très pratique. Alors c'est bien parce que c'est très étanche, mais en tout cas au niveau de l'accès, elle n'était pas évidente, d'autant plus que j'avais mon Garmin et ma lampe qui étaient juste devant l'ouverture. Et pour finir, j'avais deux vides poches au niveau du guidon et puis ma sacoche de cadre, une toute petite sacoche de cadre qui me permettait également de mettre l'alimentation. Donc moi, la même base que Charlotte, avec un petit peu le même matériel, toute la partie textile, fringues dans la sacoche de selle, la réserve de nourriture, barre énergétique, gel dans la sacoche de 2 litres à l'avant, et puis au niveau fourre-tout, le papier toilette. On n'a pas eu trop besoin du papier toilette. Si, moi j'ai fait une grosse pause à un moment donné quand même. Est-ce que t'es vraiment obligé de le dire? Oh, que je couperai peut-être au montage. Le filtre et les micro-purs pour traiter l'eau si besoin. Et on n'y a eu recours qu'une seule fois dans le haut Atlas à plus de 2000 mètres. Le dernier village franchi.
Et puis la sacoche de cadre également, avec toute la partie un petit peu matériel, prise de vue pour réaliser la vidéo et les photos. Et puis sur ma fourche, 2 volumes de 5 litres, une dédiée aux pièces de rechange. J'avais même pris un pneu. Le Maroc, je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas si on allait retrouver des cailloux très tranchants avec un risque d'endommager un pneu. Et je me disais que de faire autant de kilomètres et être obligé d'abandonner pour un pneu coupé, ça pouvait être carrément malheureux. Donc j'ai préféré prendre un pneu de secours, bien sûr chambre à air et puis tout ce qu'il fallait pour réparer. On a même emmené un dérailleur de secours. Sans compter les 2 chaînes supplémentaires. Et oui, moi j'aime pas avoir des problèmes. Oui, bon après, on n'a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème, et puis c'est toi qui as décidé d'emmener tout ça, donc c'est toi qui y as porté. Oui, entraînement difficile, course facile. Ouais. Et là, c'était pas une course, c'était une aventure, donc c'était un bel entraînement. Et voilà, ça a permis de valider des choses et puis d'être serein à ce niveau-là. Et puis de l'autre côté, le réchaud, mais dans la version pastille brûlante, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas pas de bouteille de gaz par rapport à l'avion, pour ne pas être ennuyé avec ça. C'est typiquement des choses qu'on n'a pas le droit d'emmener en avion. Donc on avait un réchaud avec des genres de bougies de chauffage pour faire chauffer de l'eau. Et notre nourriture de base qu'on a consommée environ tous les 40-50 km, c'était des céréales méditerranéens de chez Tipiak, qui passent bien en salé, en complément de tout ce qu'on a pu acheter chez les locaux. Alors c'est vrai que le chauffe, la petite bougie chauffante, elle était vraiment pratique et je suis assez étonnée, ça a permis de faire vraiment bien chauffer l'eau pour faire cuire pour faire cuire les céréales. En termes d'alimentation, ce qu'on a pris pour faire autant de kilomètres, alors initialement nous on partait quand même sur une durée de 15 heures. On pensait faire 15 heures de roulage. Finalement on en a fait 23, il y avait des passages assez techniques. On avait la base, c'est-à-dire des féculents, donc des sucres lents avec les céréales, des sucres un peu plus rapides avec les barres, mais globalement pour les sports d'endurance, ce qu'il vous faut c'est des sucres lents et également des lipides, parce que c'est dans les lipides qu'on va aller chercher. Donc ce qu'on prenait, c'était vraiment les barres énergétiques que vous retrouvez sur le marché. Ce qui est important aussi, c'est de penser à l'apport en protéines quand vous faites des longues distances, parce qu'à un moment donné, vous allez puiser dans vos muscles. Et le problème, c'est que si vous consommez les protéines qu'il y a dans les muscles, vous allez sécréter des hormones qui vont vous donner envie de dormir. Donc pensez bien à un apport en protéines. Il y a certaines marques qui proposent des compléments dans l'eau, des poudres qui ont une certaine teneur en protéines, et c'est vrai qu'elles sont bien pratiques. En tout cas, moi, je les utilise et ça me permet d'avoir de l'énergie vraiment sur le long terme, et pour la récupération, c'est vraiment top aussi. Je confirme. Elle a eu de l'énergie sans problème à diffuser. On est parti 22h45, on a roulé 17h16 pour faire ces 5000 de dénivelé et 242 km, il me semble. Et alors, impressionnante. Ce qui est important, c'est manger avant d'avoir faim, parce qu'une fois que vous avez faim, comme Marcelin au tout début, c'est trop tard, et là vous allez avoir vraiment un gros coup de mou. C'est dur physiquement, mais aussi moralement, donc on n'a pas forcément faim, surtout avec les changements de température, avec l'effort, mais il faut penser à manger. Moi, typiquement, je vais manger tous les 45 minutes en moyenne. Un petit truc, une moitié de barre. Essayez de manger vraiment très régulièrement sur du long, et ne vous mettez pas en carence, parce que ça, vous allez le payer. C'est sûr. Au niveau de l'eau, pareil, il faut vraiment penser à s'hydrater. Là, on n'a pas manqué d'eau. On avait moi j'avais 4 bidons de 850 ml UVO, toi tu en avais 3. Ouais. Et puis à chaque fois qu'on a pu croiser des commerces où on pouvait acheter de l'eau en bouteille, on en a acheté pour refaire les pleins. Quitte même à garder le surplus qui ne passait pas dans les bidons, dans les bouteilles en mode, ça Charlotte a une super idée, c'est que les bouteilles on les écrasait un petit peu pour en faire des contenants plus compacts qu'on coinçait dans les élastiques des sacoches de sel. Et ça, super astuce. de, C'était bien pratique, en tout cas pour pas manquer d'eau, parce que de la même façon,
Vous allez manger régulièrement, mais surtout boire régulièrement, c'est très important. Si vous vous retrouvez avec une crampe en haut d'un col, ça va être compliqué, même pour la redescente, hein, surtout quand il y a des redescentes comme celle qu'on a pu faire sur le tracé de Steven. Donc si on en revient un petit peu au parcours, en partant d'Orica, un petit peu de village et tout, comme vous avez pu le voir dans les images du début du film, où on vous expliquait l'aéroport. Ensuite, on est rapidement arrivé dans des décors un peu plus de vergers, de plantations, et puis de la route. De la route, mais pas avec un asphalte comme chez nous, hein, une route un petit peu granuleuse, avec un vent de face, de l'Atlas. Alors oui, c'est vrai qu'on a eu des petits singles super sympas au début. Moi, je suis pas forcément très à l'aise. Je me sens vite déséquilibrée. Je suis pas encore trop habituée au vélo, hein, finalement. Ouais, et puis le vélo chargé aussi, c'était un petit peu nouveau. Au vélo chargé. Et puis c'est vrai que dès qu'il y a un peu de dévers ou que je me retrouve sur des portions très étroites, j'ai un peu peur et donc j'ai tendance à vouloir décrocher. Au tout début, j'ai décroché... pas de la bonne façon. J'ai un peu pris une grosse branche dans le dos. Donc c'était vraiment sympa, mais c'est vrai que je n'étais pas toujours très à l'aise. Et oui, après, il y a eu l'effet l'asphalte. Cactus. C'était l'effet cactus, ouais. Ça m'a bien réveillée. Puis après, sur la route, la grande surprise du Maroc, c'est la bienveillance des automobilistes. À chaque fois qu'on a croisé des gens, des piétons et tout, à chaque fois qu'on a dit bonjour, on nous a répondu, sourire, saluer, etc. Mais les automobilistes ne frôlent pas, respectent les cyclistes, les motocyclistes également, parce qu'il y a beaucoup de deux roues. Et les écarts, les distances sont vraiment correctes, à part quelques bus de touristes avec certainement des chauffeurs non marocains qui eux prennent plaisir à nous frôler sur les grandes routes. Sur la route déjà, c'était super safe. Et puis on a vite attaqué le tout-terrain, je sais pas. Après, je pense qu'ils sont eux habitués aussi, ils sont pas motorisés comme nous on l'est. Il y a quand même des voitures, mais moins qu'ici. Et donc, faut savoir que sur les routes, généralement, il y a toujours une piste cyclable donc pour les vélos et les mobylettes sur le côté. Donc, ils sont vraiment beaucoup plus habitués aux deux roues que chez nous. Et je pense que c'est pour ça qu'ils nous évitent aussi. Ouais. Puis il y a aussi les gens qui se déplacent sur leur âne. Il y a également je ne sais pas si on peut dire calèches. Je ne sais pas exactement comment dire. C'est pas des calèches de princesse. Hein. C'est plutôt des remorques artisanales en bois avec des roues de récupération attelées à des ânes, hein, généralement, où les gens... on trouve vraiment différents moyens de locomotion. Je ne pense pas qu'il y ait de contrôle technique non plus, beaucoup de véhicules. Non. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y a une vraie bienveillance et ces routes qui sont partagées, ça fonctionne vraiment bien. Ça, c'était très agréable, surtout quand on est à vélo. Et oui, donc après on a attaqué cette partie avec un peu plus de dénivelé. On est d'abord passé dans des salières, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais c'était des endroits vraiment magnifiques avec plein de couleurs différentes. On passait de l'orange au vert et à travers ces champs de sel en fait. Une culture étonnante. En fait, ils ont des sources d'eau salée et ils récupèrent cette eau, ils la font sécher sur des grandes plaques en verre pour ensuite balayer le sel. Et c'est un sel qui n'est pas utilisé à des fins alimentaires, mais pour fabriquer des batteries. Et puis, quand on parle de verdure, on a découvert que certaines roches au Maroc étaient vertes. Vous verrez sur les images de paysage, non, c'est pas du gazon, c'est la roche qui est verte. Des odeurs de soufre, beaucoup de couleurs ocre également. Et puis c'est un paradis pour le gravel, puisque autant on a parfois des routes parfaitement goudronnées, mais quand il n'y a pas de goudron, c'est de la vraie piste. Et le terrain est sec, donc c'est de la poussière, c'est même pas du gravier, c'est de la terre battue. Et à rouler, c'était génial, quoi. Super confort. Alors après, il y a quand même un effet bitume qui arrive aussi, notamment quand l'endroit où on passe on doit porter nos vélos. Normalement, c'est destiné à être une route bitumée dans peu de temps. Donc, je suis quand même contente qu'on y soit passé avant que ce soit le cas.
parce que c'était vachement plus sympa de porter mon vélo sur le dos pendant que Marcelin se faisait aider par un local. Ah oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive, vous verrez, je pense, un peu plus loin là, dans la vidéo, on arrive à un endroit où il y a 5 pelleteuses et il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de route, qui sont en train d'agrandir la piste et puis de faire avec les pelleteuses autrement que la trace officielle de Steven. Et là, je pense que c'est un gardien qui est là pour garder les pelleteuses, qui sort de nulle part et qui m'appelle et qui vient à ma rencontre. C'est carrément en mode escalade par où il me fait passer. Donc il prend mon vélo et il part avec mon vélo. Et moi, j'ai ce berbère qui est parti avec mon vélo. J'ai Charlotte qui est derrière. Je suis entre les deux. Forcément, je me dis, je vais aider Charlotte. Mais non, Charlotte... Non, en fait, il sait pas quoi faire. Donc il filme, comme d'habitude. Et je fais des photos. Et ben voilà. Et du coup, une belle rencontre avec ce monsieur. Mais au-delà d'avoir pris ma mule, c'est surtout qu'il nous indique où est la piste après le chantier, parce que là, la nuit va bientôt tomber, on est dans la montagne, et c'est clair que s'il n'est pas là, on peut vraiment avoir, je pense, un gros moment de solitude sur les 100-200 mètres qui nous séparent entre la nouvelle piste faite par les pelleteuses, cette zone de chantier, et puis l'ancienne trace qui va nous mener jusqu'au col. Mais bon, avant d'arriver à ce premier col dans l'Atlas à plus de 2500 mètres d'altitude, il a déjà fallu traverser toute la plaine, après les mines de sel, avant de monter sur le premier plateau et son premier checkpoint avec photo de validation. Premier repas solide où il était temps pour moi de refaire le plein. Puis un plateau sublime à rouler. Une piste de terre battue de folie, et comme les images le montrent, cette partie du Maroc est carrément le paradis du gravel. Du plat pour mettre du braquet, Allez Marcelin, avance. Sur le tracé, c'est vers là. de jolies descentes pour ouvrir en grand, que du bonheur. Oh putain. Et puis, pour un mois de janvier, par rapport à l'édition 2023, un temps magnifique et une température idéale. Pas trop de pluie les jours précédents, donc pas trop de flaques et encore moins de boue, ou alors
des flaques faciles à éviter. J'ai vu qu'il y avait une flaque, mais j'ai pas roulé dedans. Ah. J'ai pas mon anorak. Non. J'ai pas de cause. Non. Oh putain. Des petits villages à traverser et un sentiment d'avoir voyagé dans le temps. C'est évident que le gravel reste le vélo le plus adapté pour ce type de trip. Un petit babi. Ah, c'est magnifique ça. Je laisse passer à l'image. Et puis cela a commencé à remonter avant d'attaquer un nouveau plateau et de rencontrer notre premier troupeau. Vlo vlo vlo. Si si. Vlo vlo. On va peut-être se mettre sur le côté là-bas à gauche. Ah bah non, hop. Bonjour. Oh désolé, on a essayé de s'arrêter en disant elles vont continuer mais non. Ah, elle est jolie montée, mais pas assez pourrie pour Flavien. Pour l'instant. Puis ensuite, de nouveau de la très jolie piste avant de goûter au tarmac pour avaler du dénivelé. L'occasion de se frotter aux légendes locales. What's your name? Your name? Hein? Your name? Moi, Charlotte. Toi? Walid. Walid. Ok, Walid. Super. Marcelin. Marcelin, difficile à dire. Hop là. Là, c'est le moment où Marcelin ne parle plus. Ouais, c'est assez rare. Mais bon, il a pris un peu cher là dès le début. Il n'a pas assez mangé. Je crois que ça va un peu mieux. Mais bon, je l'entends plus et puis il prend moins de photos aussi là. Je veux dire, c'est un peu
moins bucolique avec cette route bitumée. Vivement qu'on repasse en mode gravel. Et là, on est content d'être en vélo. Tellement plus facile de passer les contrôles de la police royale. Bonjour. Bonjour. Allez, encore 132 km jusqu'à Ouarzazate. Toujours à gauche. Ouarzazate. Bon, on va pas à Ouarzazate, mais il avait envie qu'on aille à Ouarzazate, je crois. Cette montée au soleil semblait interminable, mais on a fini par arriver au sommet, puis basculer dans une magnifique descente avec du speed, de belles courbes, tout ce qu'on aime, avec en prime un paysage de fou. Pause friand. Un goûter et puis hop, encore de la descente, mais fini le joli tarmac. Un dernier bourg avant d'attaquer le gros pavé de la journée. C'est limité à 20, hein, va pas trop vite. Hein. Et dire qu'on s'apprête à faire notre plus grande ascension cycliste de tous les temps, 1748 mètres, Strava va s'affoler. J'espère que tout passera sur le vélo. N'est-ce pas, Chachou? Ah oui, j'en doute pas. Je pense que Chachou, elle va tout passer sur le vélo. Une jolie piste, des paysages de fou. Et puis on s'est attaqué au col avec un sol de plus en plus hostile. Bon, à mon avis, le col, là-bas en face, on voit dans la montagne qu'il y a des traverses, des saignées. Il est peut-être à gauche, où il y a le pylône, ou alors plus à droite, vers le sommet. Mais en tout cas, il y a une belle bataille qui s'annonce. Et puis alors c'est grave à la souhait. Il va mieux, il reparle. Pourtant, on est dans l'ascension un peu ultime, quoi. Mais il va mieux. Ça fait plaisir. Ah, Marcelin, ça va? Ah ouais, ça va nickel. La locomotive a du charbon, tout va bien. Voilà. Fallait juste racheter des frites.
Merci. Ah, ces camions sur ces routes, ça me fait carrément penser au film Le salaire de la peur. Bon, ils transportent pas de la nitroglycérine, mais c'est tout comme quoi. Le soleil a commencé à descendre à l'horizon. Bonjour. L'ombre s'est invitée dans ce désert montagneux. Des villages loin de tout. Allez. Ouais. C'est la nouvelle recette. Une dernière grosse collation avant la nuit. Puis en version soupe, c'est pas mal. Ouais. Puis, on a rajouté une couche avec les manchettes. Fait le plein dans une source à plus de 2000 mètres d'altitude avant de repartir. Bon là je pense que on se dit tous les deux la même chose. Pourquoi commencer par un Gravelman Marrakech quand on peut en faire un en France où on parle un peu la même langue, on a quand même accès à l'eau plus facilement. Là c'est le moment où on se dit aussi qu'on va passer la nuit dehors. Bon, c'était prévu mais à moitié. Et voilà. Ça va être cool. Mais probablement le niveau de difficulté, j'imagine, est un peu plus élevé que sur les autres Gravelman. Je sais pas. Bon après je pense qu'ici, ce qui est bien c'est que les gens sont quand même vachement plus sympas qu'en France. C'est peut-être pour ça qu'on a choisi Gravelman Marrakech aussi. Bonjour. Bonjour.
Et alors que Charlotte venait de se dire que les gens étaient plus sympas ici qu'en France, nous sommes tombés sur une bande de gredins qui n'ont pas hésité à nous lancer des cailloux. Ah, lui, il va descendre avec. Bonjour. Bonjour. C'est dans ces moments-là qu'on apprécie d'être en vélo et en descente. Et oui, 1748 mètres de dénivelé, c'est long, très très long. Chachou avec le coucher de soleil. Ouh, ma Charlotte, quand elle met le 48 ans, elle me sème. Moi, là, vu que je suis encore en GRX 11, je suis taqué tout à gauche. Je souffre un peu là. Et si je descends d'une dent, je vais forcément le payer plus tard. Donc j'ai quand même tout intérêt à monter au train, tout à gauche, longtemps mais sûrement. En tout cas, la vue est magnifique. 2060 mètres, ça veut dire qu'il nous reste encore 500 mètres à gravir avant de basculer. Ah ouais. 1750 mètres d'un coup, hein, ça se fait pas comme ça. Bon, bah ça je pense que Steven n'avait pas prévu. La route est en chantier et il n'y a plus de route. Donc ça va être un peu compliqué. Et puis nous sommes arrivés aux fameuses pelleteuses et sur ce gardien qui a joué les Sherpas. Merci. Ah, merci, hein, merci pour nous montrer la route. Maintenant c'est bon. Merci, hein. Bonne soirée. C'est ça. Et donc là, on prend cette fameuse trace. C'était laborieux d'arriver jusqu'au col avec des endroits où il y avait quand même beaucoup de pourcentage de pente, où au niveau du grip, c'était quand même compliqué. Donc on a pas mal marché quand même à côté des vélos. C'était long et on a même décidé, avant de redescendre, de se changer là pour la nuit, en tout cas de mettre une couche supplémentaire, de mettre les jambières aussi. Et je pense que c'était une bonne idée parce que forcément, une fois en haut, on avait plus de vent et on pensait se refroidir, ce qui n'a pas du tout été le cas, puisqu'on a dû faire une bonne partie à côté de nos vélos parce qu'en fait, c'était pas praticable avec, en tout cas pas à mon niveau, avec beaucoup de cailloux et donc on a descendu à côté des vélos. C'était fastidieux, mais la progression lente, elle est aussi satisfaisante. Ouais, c'est enfin, vrai ça m'a pas dérangé. Il y a eu ce pirilé. Tu m'as quand même dit, tu me saoules. Ouais, bah c'est le moment où forcément, quand vous partez à deux comme ça pendant presque 24 heures, il y a certaines choses à éviter. Déjà, le bip bip de votre Garmin. Ouais, ça, je pense que je pense que mon Garmin y était pour beaucoup. Mon sale GPS avec ses bip bip, vous allez voir dans la vidéo, il y a régulièrement ces bip bip qui ressortent. Ouais. Bah, pendant 24 heures, ce bip bip, bah, c'est pas compliqué. Hein. 3 semaines après, Charlotte entend encore ce bip bip. Voilà, je suis en état de stress post-traumatique. Ça la réveille la nuit. Si j'ai eu le malheur d'avoir le Garmin allumé, les bips ne se suppriment pas sur cette vieille version. Et ça, ouais, c'est vrai que cette descente du Zettern Pass, on a été content de remonter sur les vélos après dans la vallée. On a pris bien du plaisir aussi sur la descente, arrivée dans cet ultime village où, passé 22 heures,
On a pu racheter du pain local, acheter un couteau, une copie de vache qui rit. Bah, oui, en fait, oui, on a pris clairement le paquet de vache qui rit et du pain. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on allait pouvoir finir parce qu'on était plutôt en forme. On a vraiment, je trouve, bien géré l'effort. On est resté régulier tout du long avec des pauses régulièrement. Et là, quand on a pu se ravitailler, on s'est dit oui, c'est bon, on ira. On allait plein d'eau. On ira jusqu'au bout. On avait ce qu'il fallait pour manger, tout ça, etc. La motivation, les jambes étaient toujours là. Et donc là, on a entamé vraiment la nuit. On n'avait pas froid aussi, c'est important. Ah, ils ne voulaient pas nous laisser partir. Ils nous ont dit il faut dormir. On les a même proposé de dormir gratuitement. À un moment donné, un jeune nous a dit venez, c'est gratuit. Ils étaient vraiment ennuyés qu'on veuille continuer. C'est clair que les gens ont du mal à comprendre qu'on parte d'Orica, qu'on vienne à l'Orica et qu'on roule toute la nuit. Le concept, ils ont trouvé ça très étrange. Ouais, et c'est vrai que c'était vraiment un choix de faire le parcours d'une traite. Alors moi j'adore la nuit, j'adore rouler de nuit. Je m'entraîne aussi beaucoup de nuit par rapport au travail et là c'était une ambiance. Certes on n'avait pas les paysages, mais on avait le ciel étoilé et ce noir qui nous englobait. Mais on s'est aussi fait arrêter par la gendarmerie, enfin la police. La gendarmerie royale. Voilà, c'était ça, la gendarmerie royale. C'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, on n'a peut-être pas le droit de rouler la nuit là-bas. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans le même pays. Je me suis dit, il va nous verbaliser ou nous demander de... un bac chiche. Voilà. Ouais, Et non. Il t'a souhaité bon anniversaire. Très sympathique, il nous a dit qu'il était là pour notre sécurité, donc on a pu continuer. Si on avait besoin, on pouvait les appeler et tout, ils faisaient tout pour qu'on... C'est ça, et donc on est allé jusqu'au col de Tichka, je pense que c'est le moment où j'ai eu le plus froid parce qu'il y avait pas mal de vent. Je me suis rechangé un coup personnellement. Et puis, j'ai eu le droit à ma bougie, mais il y avait tellement de vent que tu n'arrivais pas à l'allumer. Mais heureusement, c'était une bougie avec la musique. J'ai quand même eu la musique. Ouais. Si, c'était un moment cool. Franchement, je pense quand même pour que mon anniversaire. Les gens se demandaient ce qu'on faisait. Il y avait des habitants pas trop loin. On a vu les lampes s'allumer. Je pense qu'ils se demandaient ce qu'on faisait. Un chien sauvage qui aboyait aussi. Ouais. Puis alors après, cette descente. On l'a faite en 2 fois. Déjà, on va parler de la première partie, mais la deuxième partie, c'est un petit peu pareil. Ces virages, ces courbes, cette ambiance avec finalement peu de véhicules, ou de temps en temps des camions tout éclairés façon camion américain. Puis de la vitesse, et puis le fait d'être les deux comme ça, en mode un peu patrouille de France, c'était très agréable aussi. C'était... je pense que la notion de temps n'est plus la même à ce moment-là, en tout cas pour ma part, et en fait là, on fait corps avec le vélo et avec la nuit et avec les courbes. Et c'était vraiment un super moment. Et puis tout s'arrête d'un coup. 1h30 du matin. Ouais. On n'a pas rencontré le lion de l'Atlas, qui 15 jours plus tôt apparemment a dévoré quelqu'un, ou alors un chien sauvage, mais on nous a parlé de ça justement dans ce village de Tadart, qui est un lieu qu'on n'avait pas soupçonné, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui correspond à la limite des taxis de Marrakech, qui viennent jusqu'ici, qui laissent leurs clients, qui reprennent d'autres taxis, qui eux arrivent de Ouarzazate. Et du coup, c'est un lieu de vie, un lieu d'échange, où à 1h30 du matin, on nous a même proposé de manger un tagine. Oui, et c'est vrai qu'il y a des gens qui mangeaient comme s'il était midi ou 13h. Nous, on a pris un café et un thé, mais c'était très très appréciable. Et puis surtout dans ces moments-là où vous voyez quand même peu de gens. Nous, on était les 2 seules personnes aussi sur le Gravelman 200. En fait, on croise peu de personnes, et là, le fait de voir toute cette vie, cette émulsion, c'était vraiment chouette. Et puis, ça nous a permis de repartir un peu mieux. Puis un café sur les 23h, ça fait du bien. Alors moi, je suis resté au thé à la menthe, mais c'est vrai que la personne qui nous a accueillis, je ne sais pas si c'était le patron ou si c'était juste un client, mais il parlait assez bien français et vraiment bienveillant, et s'est occupé de nous. Vraiment encore au niveau accueil,
une super rencontre. De toute façon, que ça soit l'épicier avant d'attaquer les Eternes Pass qui n'avait pas de pain à vendre, mais du coup, il a envoyé son fils chez lui chercher le pain qu'ils fabriquent eux pour chez eux, pour nous vendre du pain, pour qu'on puisse partir avec de la nourriture solide. Non, on a vraiment croisé, tu parlais de mon porteur, de mon Sherpa, pareil, la rencontre improbable. Et puis, après cette pause café, on a repris ces virages féeriques jusque dans le bas de la vallée. Et la descente au total faisait quasiment 30 km, je crois. Ouais. Bon, on a coupé en deux. Je trouve qu'on les a pas trop sentis passer. Non, à 60-70 km/h, ça va vite. C'est vrai qu'on était à 70 km/h par moment, ouais. Ah ouais, mais on était rarement en dessous de 55. Ah oui, quand même. Et puis ensuite, on a fini la nuit. J'ai peut-être un peu moins de souvenirs, je sais pas. Alors, c'est un moment où que t'as pas forcément bien vécu. Cette bosse où tu as commencé par voir un animal qui t'a un petit peu inquiété, puis après tu avais cette sensation que quelqu'un te suivait. Tu m'as avoué ça le lendemain, tu n'étais pas à ton aise et tout. En fait, oui, il y avait le son de la transmission qui se répercutait, je pense, contre de la roche, et donc je l'entendais et ça me perturbait pas mal. Bon, après, c'est sûr qu'on arrive dans des états de fatigue, sachant qu'on n'avait pas beaucoup dormi non plus la nuit d'avant par rapport à l'aéroport. Donc c'est sûr qu'il y avait un manque de sommeil. Et moi, j'étais un peu dans le mental à ce moment-là. Il y avait quand même des pourcentages assez importants aussi. Et puis, Oui, c'était une des montées les plus raides au niveau col asphalte. On avait fait du plus raide pour le Eternes Pass, mais en tout terrain. Avec t'as quand même réussi à monter. J'avais regardé l'altitude jusqu'à 2224 mètres sans poser pied à terre. Et puis après, t'as alterné vélo et marche. Mais sur le vélo, 2224 mètres, moi j'avais posé pied un peu avant. T'as réussi à faire 100 mètres de plus que moi quasiment sur le vélo. Impressionnant. Oui, mais moi j'avais un rapport à la même fois, facile, et puis t'avais un rapport avec le nouveau groupe GRX 12 vitesses. T'avais un braquet qui était plus court que le mien, un vélo plus léger, des bonnes jambes. Je pense que mon vélo pesait 10 kg de moins que celui de Marcelin. Non, pas 10 kg. Si. Mais non. J'en suis sûre. Si, non, franchement. Non, j'ai roulé avec le Titane. Alors ça, c'était pas prévu. On a Charlotte, il y avait ce projet Gravelman Maroc, donc elle avait fait une déco spécifique sur son open wide avec une déco orientée un peu désert. Moi j'avais prévu de rouler avec un vélo couleur désert aussi, avec mon MOG en GRX 12 vitesses, mais au moment de le mettre en housse, le tout intégré au niveau des câbles et gaines, du rythme, là j'ai vraiment pris un gros coup au moral, 48 heures avant le départ, parce que je me suis rendu compte que je ne pourrais pas mettre le MOG dans la housse, qu'il fallait impérativement avoir un vélo avec les gaines et câbles libres, ce qu'on a sur l'open wide qui n'est pas intégré. Et si vous voulez voyager à vélo et via l'avion, lorsque vous choisissez un gravel, pensez-y, parce que là franchement c'est carrément la douche froide de ne pas pouvoir emmener son bébé, pas pouvoir le mettre en carton. Et du coup, j'ai pas pu partir avec le MOG, donc j'ai pris mon Titane, qui est un peu mon bon à tout faire, avec lequel j'ai déjà fait beaucoup d'aventures, qui fera encore d'autres aventures. Ça reste un super vélo que je roule régulièrement. Mais du coup, le GRX en 2x11, en termes de braquet, tout à gauche, il m'en manquait carrément, ça c'est évident. Voilà. Mais ça l'a fait quand même. Oui. Et dans cette dernière bosse asphalte, quand on est arrivé au sommet, là on a fait, je crois, notre dernier réchaud et sachet Tipiak. Un moment bien agréable, qui nous a bien requinqué. C'était vraiment... moi j'en avais besoin à ce moment-là. Et avant la descente, c'était vraiment bien. C'est dans cette descente, vous verrez dans la vidéo, que Charlotte a mis au point une nouvelle technique, parce qu'elle était un petit peu fatiguée, et pour gagner en sérénité... c'est aussi une descente durant laquelle ton éclairage principal t'a lâché, bout de batterie, donc il a fallu rouler à la frontale. Et c'est vrai qu'à la frontale, j'avais plus le même, je pense, j'avais plus la même, j'avais plus la même précision.
je manquais de précision, de visibilité, et je pouvais pas anticiper de la même façon les obstacles. Et donc ma façon d'anticiper, c'était de garder un pied d'éclipsé. À ce moment-là, on fait comme on peut parce qu'avec la fatigue, les réflexes sont plus du tout les mêmes. Et mon objectif, c'était de pouvoir descendre sans non plus mettre tout le temps le pied à terre, parce que c'est ça aussi, mettre le pied à terre en permanence, c'est source de fatigue, de blessures. Ça l'a fait franchement, et j'ai pris du plaisir. C'était assez fluide. Oui. Il y avait quand même toute une partie qui était très technique, un petit peu comme la descente du Zetten Pass. Ouais. On a d'ailleurs vu sur le groupe WhatsApp, puisqu'en fait le principe sur un Gravelman, c'est que Steven ouvre un groupe WhatsApp où on poste des photos à des checkpoints officiels pour dire bah voilà, on est là, on est passé là, etc. Alors on peut aussi poster des photos en plus. Et on avait derrière nous, alors eux ils étaient partis sur la trace du 550 km. Ouais. Donc ils avaient fait le 350, ils sont partis le vendredi matin, 24 heures avant nous, et ensuite ils ont enchaîné sur notre parcours. Et forcément, dans le Zetten Pass, ils n'ont pas forcément apprécié la descente et les cailloux. À un moment donné, on a vu un post qui était rigolo, c'était Steven, on va te casser la gueule. Ouais, voilà, on va casser la gueule. Et c'est vrai que franchement, bravo à eux, parce que c'est incroyable. Chapeau, ils ont fait 600 km avec un parcours qui est vraiment... c'est pas un parcours évident, donc bravo. Et arrivé en bas du Zetten, donc ils voulaient casser la gueule à Steven. Et là, Steven leur répond non mais il y a pire encore après. Et effectivement, c'était peut-être pas pire, mais il y avait un gros level encore après le avec réchaud, la fatigue. Après le réchaud, on a pris un coup au moral quand on a vu qu'il fallait encore poser pied à terre. Parce que autant pour la première partie, en descendant du Zetten, on savait que ça allait durer environ 5 km parce que un des participants nous avait prévenu. Mais là, on ne s'y attendait pas trop. Non. Donc, mais ça s'est bien passé. Ouais. Et puis ensuite, on a eu deux petits coups de cul. Il y avait quand même quelques coups de cul sur la fin. Sur la fin, il y en avait même 5. On se demandait par rapport au dénivelé annoncé, le dénivelé à reste réalisé, mais en fait, il y avait 5 coups de cul environ de 150 à 250 mètres de dénivelé. Des bons petits pétards. Mais il y avait toujours un chien pour nous motiver à continuer de pédaler. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas lâché. Ouais. Et puis, on a commencé à traverser les villages qui se réveillaient petit à petit avec la prière. On a croisé une personne à qui on a dit bonjour qui ne nous a pas répondu. Ça se fait un petit peu peur. Ouais. Mais il était très tôt. Je pense qu'il était aussi surpris de nous voir que nous. Et puis l'arrivée sur Rurica avec, alors peut-être à peine trop tôt. On aurait aimé, je pense, cette ambiance du jour qui se lève. Ouais. On a roulé trop vite. Ça, c'est Charlotte à fond. Moi, sur la fin, je vous avouerai que je me suis endormi sur le vélo. Bon, déjà, Charlotte, elle m'a réveillé. Elle s'est dit, c'est bizarre, je n'entends plus Marcelin. Et effectivement, elle m'a parlé. Et là, j'étais rentré dans une somnolence sur les derniers kilomètres. T'en parlais tout à l'heure. Moi, j'étais un petit peu en stress, le fait de prendre l'avion. Donc, j'avais même encore moins bien dormi les nuits d'avant que la première nuit au Maroc. Et puis, c'est quand même un gros pavé. Une nuit blanche à 50 ans, j'ai plus 20 ans. Moi non plus, j'ai pas 20 ans. Mais une sacrée belle aventure. Charlotte, elle a mis la barre haut direct. C'était son premier Gravelman. Elle voulait partir sur le 350. J'avais dit, pour un premier, peut-être que le 240, c'est peut-être suffisant. Ça permettra de profiter un peu plus derrière. Alors, en conclusion, le Gravelman, ça reste une super aventure. Pour moi, c'était le premier Gravelman. C'est vrai que j'aime bien me lancer dans des choses vraiment inconnues. Donc, j'ai choisi Marrakech parce que j'avais aussi envie de voyager à ce moment-là. Et sur un 200 km. Alors, initialement, c'était 200. Ça s'est fini en 240. Je pense qu'il y avait un certain niveau. Mais on peut faire des Gravelman partout en France, toute l'année, donc ça c'est vraiment chouette. Et il y a des distances qui sont plus accessibles avec même, il me semble, du 80 km. Oui, 40, 80, voilà. 120. Et ça permet vraiment de débuter sur des choses qui prennent, on va dire, au moins un peu moins de temps, parce que même quand on parle de distance, mais il faut surtout penser au temps qu'on va pouvoir mettre. C'est pas parce qu'on part sur un 120 km qu'on pense mettre uniquement 5 heures. Enfin, ça dépend vraiment de la technicité et du dénivelé positif également.
Donc, en tout cas, ça reste de très belles aventures. Il y a des moments de convivialité après. C'est super de pouvoir échanger avec d'autres participants qui ont fait le même parcours ou un parcours différent du vôtre. Et voilà, merci beaucoup en tout cas, Steven, pour l'orga. Merci l'atelier prépa. Merci Charlotte pour cette super idée. C'était vraiment génial. Allez, ciao!